Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Tous les jours à partir de 6h, je serai accompagnée de Dr Fissal, spécialiste de santé, qui répondra à toutes vos questions, même les plus intimes. L'occasion de mieux connaître son corps et de comprendre les avancées de la médecine. Pour ce premier numéro, nous allons parler de l'intoxication alimentaire, un trouble digestif aigu qui vient avec des vomissements ou une diarrhée, qui arrive juste après avoir avalé un repas ou une boisson contaminée par des bactéries, des virus, des champignons ou des toxines. Infection alimentaire, une maladie infectieuse qui est due dans la majorité des cas à l'ingestion des aliments ou d'eau infectés par des parasites microscopiques ou encore des bactéries. L'intoxication alimentaire, les signes, les aliments à risque, que faire lorsque ça arrive? Nous sommes là pour répondre à vos questions. Donc, avec Dr Fissal et notre invité, Dr Sekou Tatiano, spécialiste de santé. Bonjour, Dr Sekou. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien, et vous? Ça va, merci. Donc la première question, on revient à Dr Fissal. Qu'est-ce que c'est qu'une intoxication alimentaire? Se manifestant par des troubles digestifs, une toxine-infection alimentaire peut être définie comme une maladie infectieuse due dans la majorité des cas à l'ingestion des aliments ou encore des boissons contaminées. Donc cette contamination peut être due soit à des parasites, soit à des champignons ou encore à des bactéries. Et docteur Sekou, dites-nous, mais comment se manifestent les signes de l'intoxication alimentaire? D'accord, merci. Il faut dire que la toxine-infection alimentaire se manifeste le plus souvent chez nos patients par deux types de signes. On va les distinguer comme ceci. Nous allons parler des signes digestifs, à savoir la nausée ou les vomissements. Le patient revient souvent parce que, docteur, depuis le matin, j'ai beaucoup vomi, ça ne va pas. Ou par la diarrhée, d'accord. Quelquefois des douleurs abdominales à type de crampes. Et des signes extradigestifs, c'est-à-dire que là, nous sortons un peu du tractus digestif, oui. D'accord. Là, nous allons peut-être voir des céphalées, une fatigue intense. Le patient vous dira que j'ai le vertige. Et quelquefois, si ça dure avant que le patient ne vienne, nous allons avoir peut-être un amaigrissement. D'accord, donc quand tous ces signes-là apparaissent, il faut venir consulter. Il faut venir consulter, mais il faut aussi retenir un aspect important, c'est l'aspect récent de l'ingestion alimentaire. Le patient vous dira, docteur, depuis que je viens de manger telle nourriture ou tel aliment, docteur, ça fait il y a 2 heures de temps, je manifeste tel type de signes ou de symptômes, comme je l'ai déjà suscité. Comme ça arrive juste après avoir mangé. Juste après. Donc, en gros, il y a cet aspect déclencheur de la chose qu'il faut retenir. Qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Et en effet, le docteur Sekou a raison. Il y a de ces patients qui viennent et qui précisent que, docteur, je suis sûr que ce qui m'arrive est dû à cet aliment que j'ai mangé, est dû à telle ou telle chose. Et comment on soigne l'intoxication alimentaire, docteur Sekou? Merci. Disons que l'intoxication alimentaire, comme on le dit, quand vous venez voir, quand ça arrive, le premier effet, c'est de venir voir le praticien. Il faut forcément aller consulter un docteur. D'accord? C'est à lui de juger. Si, dans votre cas, vous avez juste besoin de rentrer à la maison, vous reposer, c'est pour dire, dans souvent les toxines-infections alimentaires, le patient peut guérir sans qu'on ne fasse quoi que ce soit. Sans un traitement, sans rien. Au plus, dans une semaine, il guérit. Il faut juste s'armer de patience. Ah oui, avec la douleur. Voilà, c'est tout. Avec la douleur. Parce que qu'est-ce que le tube digestif, il fait? Quand nous vomissons ou quand nous faisons la diarrhée, c'est le tube digestif qui se libère de l'agent causal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a causé, comme le docteur Fissal l'a dit tantôt, et le germe causal est souvent un virus, un parasite ou une bactérie, ou carrément des champignons ou des agents chimiques. Donc, le tube digestif prend son temps pour les éliminer au fur et à mesure, que ce soit par les vomissements ou par la diarrhée. Voilà. Donc, c'est ce que je disais tantôt, la patience, au plus une semaine, vous guérissez. Mais,
il peut arriver que vous fassiez des complications. Oui. Voilà. Donc, dans ce genre de cas, vous vous faites hospitaliser. C'est le praticien qui détermine s'il y a une complication. La plus que nous redoutons souvent dans ce genre de cas, c'est la déshydratation. Donc en une semaine, les signes disparaissent. Oui, ça disparaît, mais c'est pas évident. C'est pour ça que je dis qu'il faut carrément consulter le praticien et c'est lui qui vous dira. Il faut plutôt donc dire que ça devrait disparaître. Hein? Ça devrait disparaître, voilà. Bien sûr. Mais aussi, ça dépend aussi du type de personne. Ça dépend du germe, mais ça dépend aussi du type de personne. Pour ne pas rentrer un peu dans le débat où nous allons parler d'une personne immunocompétente et d'une personne. Une personne immunocompétente, c'est une personne qui a une bonne immunité, qui est prête à combattre n'importe quelle maladie. Sans traitement. Sans traitement. Ok. Maintenant, une personne, de l'autre côté, nous avons une personne immunodéficiente. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'a pas la capacité de combattre n'importe quelle infection quand elle y fait face. D'accord, nous allons citer entre autres le sida, le VIH-sida, d'accord, ou bien le cancer, ou bien souvent, dans les cas d'asthénie intense, nous sommes souvent dans un cas de d'immunodéficience. C'est pour ça que je dis que ça dépend du germe causal, mais ça dépend aussi de la personne. Maintenant, et le traitement, je n'ai pas fini. À l'hôpital, il y a ce que nous faisons aussi qu'on appelle, par exemple, le lavage gastrique. Ça, c'est dans des cas extrêmes. C'est-à-dire que le praticien va faire un lavage pour aller évacuer le reste. Voilà. D'accord. Et justement, il y a différents types d'intoxication alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous les citer, s'il vous plaît? Oui, la toxi-infection alimentaire peut se répartir comme suit. Donc l'intoxication alimentaire veut dire aussi... Oui, mais il y a quelques petites nuances. Mais le plus souvent, c'est la même chose. D'accord? Voilà. Dans notre contexte ici, disons que c'est la même chose. Nous allons regrouper comme suit. Je vais m'agripper un peu sur la définition du docteur Fischal. Oui. Et il a dit tantôt que la toxi-infection alimentaire est souvent due peut-être à une gestion récente d'aliments contaminés par soit les bactéries, soit les virus, soit les parasites, soit les champignons ou les toxines. Les autres agents chimiques. Il faut dire que les toxines, c'est souvent des substances créées, fabriquées par les bactéries. Les bactéries. D'accord. Donc, nous allons classer comme ceci. Il y aura la toxi-infection alimentaire d'origine bactérienne. Oui. Il y aura toxi-infection alimentaire d'origine infectieuse, d'origine parasitaire plutôt. La toxi-infection alimentaire d'origine virale. La toxi-infection virale, les virus. Oui, virale. Voilà. La toxi-infection alimentaire qui a pour cause les champignons, ou disons mycosiques. Et la toxi-infection alimentaire créée par d'autres agents. Là, nous allons peut-être voir les agents chimiques comme les engrais, les pesticides, voilà, les insecticides plutôt. D'accord. Les métaux lourds. D'accord. Et ça, on les attrape comment ça par rapport à et je ne sais pas si vous avez déjà entendu, dans certaines usines, souvent, on dit l'eau est contaminée par assez de métaux lourds. Et puis les patients, les agents font souvent des toxi-infections alimentaires. Voilà. Ok. C'est un peu ça. Il y en a d'autres? Non, c'est bon. C'est bon. Voilà. On a déjà beaucoup. Je pense qu'on a cité 4 et plus le 5e qui est les autres agents infectieux. Alimentaires, bactéries. Oui, non, c'est ça. Bactérienne, parasitaire, virale et mycosique. Voilà. Et d'autres agents où on classe les engrais et les pesticides et autres. Je pense que ces différents types de toxi-infections alimentaires peuvent définir le signe ou sinon les symptômes. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'au début, quand il disait quand les patients arrivent, quand il n'y a pas de gravité, ils peuvent rentrer à la maison, mais il faut analyser, il faut faire des analyses pour voir quel type bien sûr. Voilà. C'est carrément un traitement symptomatique dans ce genre de cas. Il n'y a pas un traitement spécifique quand un patient est atteint de toxi-infection alimentaire. Donc c'est le même traitement pour les... C'est pour dire, il vient, s'il faut soulager peut-être la douleur abdominale, on soulage. Oui. Il n'est pas souvent conseillé d'arrêter les vomissements et les diarrhées, parce que c'est un mécanisme pour l'organisme de se libérer de l'agent causal. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On apporte ce que le patient est en train de perdre. C'est-à-dire qu'il est en train de vomir, par exemple, il vomit de l'eau, il vomit les électrolytes, donc il faut l'hydrater, d'accord, lui apporter les éléments essentiels. Et quelles sont les différentes bactéries le plus souvent responsables des toxines alimentaires? D'accord. Nous allons citer chez nous, dans notre contexte ici, nous incriminons beaucoup plus souvent le salmonelle.
On parle souvent de salmonellose. Oui. La fièvre typhoïde. Oui. Voilà. La fièvre typhoïde, c'est l'un des aspects de la salmonellose. Il faut dire que le salmonelle vient en première position. Le salmonelle lentifie et le salmonelle typhie. C'est le salmonelle typhie que nous captons souvent de fièvre typhoïde. Maintenant, il y a le clostridium qui apparaît souvent. Il y a le campylobacter qui est incriminé le plus souvent aussi. Il y a le Listeria monocytogenes, la listériose, qui intervient souvent. Il y a le genre Brucella. Énormément de bactéries. Il y a énormément de bactéries qu'on retrouve souvent dans les aliments qui ont été mal cuits. Oui. Et le contexte où la chaîne de froid a été interrompue, d'accord, dans les aliments souillés, des eaux souillées, et c'est un peu ça. En gros, il faut donc retenir que les bactéries ne sont jamais une bonne chose pour l'organisme. Certes, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des bactéries de la flore intestinale. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des bactéries, de ces bactéries que vous-même vous hébergez dans votre organisme. Et non pathogènes. Non pathogènes, bien sûr, et qui peuvent même intervenir dans la lutte contre d'autres infections via des bactéries. Voilà. Mais une bactérie n'est jamais une bonne chose pour l'organisme, surtout si elle vient de l'extérieur. De l'extérieur. C'est sûr. Et les mouches aussi qui se posent sur les aliments, c'est aussi... Bien sûr, bien sûr. Et pour ajouter, il ne faut pas aussi oublier les Escherichia coli. Voilà. Et dans notre contexte, souvent quand les patients viennent, il y a le contexte de j'ai mangé de la salade au bord de la route. Mal lavé. Mal lavé, bon là, lui ne sait pas. Combien de temps il faut cuire un aliment pour éviter d'avoir des bactéries? Je dirais assez longtemps, le plus longtemps possible. Il faut que l'aliment soit bien cuit. Oui. Le plus longtemps possible, faites cuire vos aliments. D'accord. Et à la question et si je dirais plutôt qu'il faut plutôt miser sur la cuisson que la durée de cuisson. C'est-à-dire l'ébullition de bouillir jusqu'à un degré assez élevé, oui, en fonction du type d'aliment que vous avez, en fonction de comment vous les avez traités avant de les mettre sur le feu. Est-ce que vous les avez lavés assez longtemps? Est-ce que vous avez utilisé des désinfectants? Mais souvent on dit que quand on lave trop, il n'y a plus de goût. Bon, c'est à nous de juger entre le goût et la santé. C'est ça. Donc bien laver, bien cuire. Donc au fait, au final, il ne reste plus rien dans le... Mais c'est vrai que la salade, souvent, il y a des... oui, parce que lavé, c'est pas bon. Il a un peu souligné le conditionnement. Depuis le début, est-ce que la salade a été bien traitée? C'est ça. Il faut bien la laver. Maintenant, déjà, depuis la production, le champ duquel la salade vient, est-ce qu'elle a été bien faite? Les engrais et les insecticides qui ont été utilisés et tout. Ouais, c'est ça. Voilà. Et comment on fait la différence entre une gastro et une intoxication alimentaire? D'accord. C'est à peu près les mêmes signes, non? Oui, c'est vrai que ça apporte souvent un peu de nuance. Et dans notre contexte, souvent, nous disons que la toxi-infection alimentaire est une gastro-entérite aiguë, souvent non fébrile. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est... Je vais en revenir. C'est-à-dire que c'est une gastro-entérite que vous faites, mais où souvent il n'y a pas de fièvre. C'est-à-dire que vous ne sentez pas de fièvre. Et au pire, quelques petits frissons. On vomit et puis on a aussi la diarrhée. Voilà. Mais je reviens pour dire que la gastro-entérite, à la base, c'est une infection digestive qui est purement, qui a souvent d'origine uniquement les bactéries, les parasites, les virus et les champignons. Et les champignons. Bon, quelquefois on n'incrimine pas trop les champignons, disons les trois premiers, bactériennes, virales et parasitaires. Voilà. À la différence de l'intoxication alimentaire où, mis à part ce qu'on a déjà cité, il y a aussi les agents chimiques comme les engrais, les pesticides, les insecticides, comme on l'a déjà dit, les désherbants, ajoutés à ce qu'on a. C'est la nuance, donc que la gastro-entérite fait partie intégrante de l'intoxication alimentaire. Oui. Et que toute toxi-infection ou toute intoxication alimentaire n'est pas forcément une gastro-entérite. Non, voilà. C'est un peu ça. On va marquer juste un temps de pause, on revient juste après le Flash Info.